Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en live. Un point complet sur les marchés boursiers, la macroéconomie, les banques centrales, les actions et l'investissement à long terme. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 mars 2023. Je suis Nicolas Chéron, analyste indépendant et c'est parti pour notre émission. Un avertissement sur les risques pour commencer. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas des conseils en investissement. C'est une émission qui vous est présentée par Trade Republic. Trade Republic qui est une fintech allemande spécialiste de l'épargne. Je vous ai parlé de mon partenariat avec Trade Republic dans ma newsletter ainsi que sur Twitter. Si vous ne le connaissez pas, je vous présenterai bientôt Mathias Bacchino, le directeur France de Trade Republic, qui essaye de vulgariser, de démocratiser l'éducation financière pour les Français, l'investissement à long terme dans toutes les classes d'actifs. Et je vous parlerai plus tard dans cette émission du plan d'investissement programmé que j'ai mis en place récemment avec Trade Republic. Nos rendez-vous, je vous rappelle que tous les 2 mardis par mois, on se retrouve pour notre émission Les Marchés en live sur Twitch, YouTube, Twitter, etc. Et vous pouvez accéder au direct et poser des questions le plus facilement, c'est sur Twitch, sur la chaîne de WeBourse. WeBourse qui est un projet communautaire où nous sommes plusieurs investisseurs, formateurs, éducateurs à faire des vidéos gratuites du partage d'informations et de l'éducation financière. Tous les jours, vous me retrouvez également sur Twitter. Et puis le mercredi, vous recevrez ma newsletter, comme tous les mercredis. Pour vous inscrire, c'est sur nicolaschéron.fr. Et demain, ce sera l'accumulation rationnelle qui sera mise en avant, évidemment, par notre cher Tradosaur. Au sommaire de cette émission, on va faire un focus marché pour voir les derniers développements. Nous allons ensuite parler top flop, macroéconomie, flux. Nous allons également parler d'un plan d'investissement long terme programmé chez Trade Republic, chose que je vous avais promis dans la dernière émission. Puis on passera sur les graphiques, d'abord pour regarder les indices, les matières premières, et puis une sélection d'actions que je vous ai publiées sur Twitter tout à l'heure, avec les financières dans un premier temps, notamment un point sur les bancaires, des actions en trend following, des cas particuliers, et pour finir, des actifs que j'apprécie à très long terme dans le cadre d'un investissement long terme programmé. On commence par le focus marché. Il y a à peu près 10 jours, on a eu la faillite de Silicon Valley Bank, SVB, et ça a secoué le secteur financier. Les autorités américaines ont dû intervenir pour garantir les dépôts des épargnants et éviter des secousses supplémentaires. Les banques centrales ont également été obligées d'intervenir et de mettre à disposition des liquidités historiques. La semaine dernière, les bancaires ont également été secoués parce que Crédit Suisse, déjà chancelante, était en forte chute et était attaquée par les spéculateurs. Crédit Suisse qui est une banque systémique qu'on ne peut pas laisser tomber. Jeudi dernier, la Banque nationale suisse, la BNS, a mis 54 milliards de dollars de liquidités à disposition pour essayer de rassurer. Mais malgré tout, la situation était un peu inextricable pour Crédit Suisse, qui a été racheté par UBS ce week-end pour 3 milliards de francs suisses afin d'éviter un bank run, afin d'éviter une propagation au secteur financier dans son ensemble. Donc Crédit Suisse a été revendu à UBS, elle a ouvert hier à moins 75%, elle a fini à moins 55%.
Les actionnaires de Crédit Suisse détenant des actions ou des obligations ont été en quelque sorte sacrifiés. Les obligations ont été à zéro. Quant à l'action, quand on la regarde sur du très long terme, ça fait maintenant 15 ans qu'elle baisse et les actionnaires historiques qui étaient là depuis 10 ans ou plus ont perdu 99%. Donc, la fermeture de banques régionales américaines, la revente de Crédit Suisse un petit peu forcée en vitesse, tout ça a déstabilisé le secteur financier et engendré des replis sur l'ensemble des valeurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, jusqu'à ce lundi. La semaine dernière, alors que le secteur financier était attaqué, je vous laissais entendre qu'on était quand même dans de l'historique, avec les États qui intervenaient, les banquiers centraux qui intervenaient, des liquidités, on parlait de dizaines, presque de centaines de milliards qui étaient mis à disposition pour essayer d'éteindre l'incendie. On a même eu ce week-end les banques centrales qui se sont concertées et qui ont dit qu'elles mettraient ce qu'il faudrait sur la table pour essayer de calmer le jeu, de donner des liquidités au secteur bancaire et d'éviter de nouvelles faillites, des bank runs, etc. Cela a fonctionné, puisque lundi, après des secousses à l'ouverture, des baisses de 4 à 6% sur la plupart des bancaires, comme BNP, Société Générale, Crédit Agricole, eh bien, les bancaires qui avaient perdu 30% pour certaines, 20% pour d'autres, on le verra tout à l'heure, comme Crédit Agricole, elle a baissé de 20% alors que les autres avaient perdu 30%, eh bien, les bancaires ont été rachetés. Les opérateurs sont partis du principe que les bons dossiers avaient bien corrigé, qu'on était revenu sur des zones de prix d'importance, que la situation concernant les bancaires américaines régionales était quelque chose de contenable, de contenu, et que la situation de Crédit Suisse avait été gérée. Du coup, après une petite panique de début de semaine, le CAC 40 sur les marchés futurs perdait jusqu'à 1,5% lundi avant l'ouverture. Et bien après cette petite panique, il y a eu une stabilisation. Il y a eu des achats à bon compte. Le CAC 40 qui était passé de 7400 points à 6800 points, donc 600 points de baisse, a réagi. Et on peut dire en quelque sorte plus de peur que de mal. Ça faisait un certain temps qu'on voyait ensemble qu'on était dans un marché unidirectionnel, que les opérateurs étaient limite euphoriques, qu'on allait peut-être un peu vite en besogne en parlant de hausse continue et qui devrait continuer. Donc voilà, il y a eu une secousse, des secousses il y en a, tous les trimestres, tous les ans depuis 100 ans. Et comme je le disais dans un audio que j'ai fait ce matin, hier matin, lundi matin sur Twitter, eh bien ces secousses, tant que ce ne sont pas des secousses systémiques qui mettent en péril l'ensemble du système bancaire capitaliste, eh bien ce sont des opportunités d'achat. Des opportunités de prendre des gains sur les couvertures, les ventes d'indices notamment. Peut-être que certains d'entre vous, à 7100, 200, 300, 400 points, avaient couvert leur portefeuille. Couvrir un portefeuille, c'est acheter des produits de bourse pour jouer la baisse. C'est acheter par exemple du BX4 qui permet de jouer la baisse du CAC 40. Et voilà, on avait perdu 600 points. Je vous avais écrit une newsletter la semaine passée pour vous expliquer tous les phénomènes un petit peu qui nous disaient qu'on pouvait corriger, avec quelques blagues à l'intérieur de cette newsletter, mais avec aussi des choses assez vraies. C'était rigolo de voir que France 2 avait titré sur le record historique du CAC 40 pile poil à 7400 points sur le plus haut historique, qui a donc été un plus haut de court et de moyen terme. Quand on parle de la bourse à la télé, généralement ce n'est pas très bon signe. Quand on entend à la télé que les bourses perdent 50% et que c'est la fin du monde, c'est généralement le moment d'acheter. Et quand on entend à la télé que le CAC 40 bat un record historique et que tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est généralement le moment pour vendre. Dans cette newsletter de la semaine dernière, je vous ai expliqué que j'avais 3 objectifs, 7200, 7000 et 6800 points. Et donc en ce début de semaine où j'avais décidé d'être positif cette fois sur les réseaux, je vous ai expliqué que le CAC avait touché un support, que Société Générale, parce qu'il fallait que je prenne un exemple, avait atteint sa zone de support et que peut-être la situation allait se calmer. La situation se calmait parce que les autorités sont intervenues, parce que
il y a des bancaires qui étaient mal aux États-Unis et Crédit Suisse l'était aussi, mais que ce n'est pas le cas d'autres bancaires plus solides, plus qualitatives. On avait corrigé, on était revenu sur des supports. Et puis on a vu aussi un phénomène très important se mettre en place la semaine dernière, c'est la baisse des anticipations de hausse de taux. Vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers mois, l'inflation était très forte, que la machine économique tournait à plein régime. Et pour pouvoir calmer la machine, pour pouvoir calmer l'inflation qui impacte les revenus, les ménages, il fallait augmenter les taux d'intérêt. Les augmenter vite et fort. Et c'est ce qui commençait à pressuriser le marché action. Le fait qu'il y ait cette tourmente du secteur bancaire a fait retomber en fait très rapidement les anticipations de hausse de taux. Et ça a redonné du baume au cœur aux investisseurs pour investir sur certains pans. Je pense notamment au Nasdaq. Le Nasdaq qui surperforme depuis 10 jours maintenant parce que les valeurs technologiques profitent d'anticipations plus faibles sur les taux d'intérêt. Au sujet des taux d'intérêt, les yeux sont désormais tournés vers la Fed. On a rendez-vous avec la Fed demain soir, excusez-moi. Demain mercredi, à la Fed qui pourrait augmenter ses taux d'intérêt certes, mais uniquement de 25 points de base. Jusqu'ici, on pensait que la Fed allait augmenter ses taux de 50 points. Le marché se cherche. Est-ce que ça va être 25 points? Est-ce qu'il ne va pas y avoir d'augmentation? Pour l'instant, on est sur 25 points de base. Et voilà, ça change la donne. La Banque centrale, qui se voulait très ferme en fait dans sa lutte contre l'inflation, doit désormais lever le pied. Elle rassure les marchés. Le calme revient un petit peu. Par contre, ça a des implications sur d'autres classes d'actifs. Le fait que les anticipations de taux baissent ont fait baisser le dollar. Et la baisse du dollar, elle profite aux actifs dénominés en dollars. Le Bitcoin est dénominé en dollars, l'or est dénominé en dollars, et du coup, on a vu l'or et le Bitcoin s'envoler. Alors, il n'y a pas que la baisse du dollar, la baisse des taux, la baisse du dollar qui ont profité à ces deux actifs. Il y a aussi le fait que les investisseurs ont voulu aller sur d'autres classes d'actifs, soit en sortant des liquidités de leur compte bancaire, soit en sortant des liquidités du marché action. Le fait qu'il y ait de l'aversion sur les bancaires et qu'il y ait des doutes sur la solidité du secteur, ça a profité aux cryptos et au Bitcoin qui s'est envolé de 45% en seulement 10 jours. Donc bravo à tous ceux qui en ont profité. L'or, valeur refuge par excellence, a également profité de ce mouvement, 11% en quelques séances, et il a même été retouché les 2000 $. Enfin, dans les 2 dernières émissions, on avait parlé du pétrole qui était coincé dans un range, c'est-à-dire une consolidation horizontale depuis plusieurs semaines, et le pétrole est finalement sorti par le bas de son range sous les 66 $ pour aller chercher le support suivant. On va maintenant passer au top flop. Le top flop, ce sont des graphiques sur la macroéconomie, sur les résultats d'entreprise, sur les saisonnalités, sur les flux, pour mieux comprendre ce qui se passe justement sur ces marchés. Le graphique de gauche, c'est un top, et c'est un top qui a été fait sur les taux américains de court terme, les taux qui commençaient à être relativement élevé. Le taux à 2 ans dépassait les 5%, ça venait pressuriser le marché action. Il devenait plus intéressant de placer son argent sur des obligations sûres qui rapportaient 5% que de le mettre sur le marché action. Et ces taux donc ont chuté drastiquement puisque les anticipations de taux des banques centrales se sont calmées. Du coup, graphique de droite, de concert, les taux, les marchés, le dollar sont tous partis à la baisse pendant plusieurs séances. Et inversement, l'or et le Bitcoin, dénominés en dollars, se sont envolés. Ça a profité à l'or, ici, graphique de gauche, qui est donc passé d'à peu près 1820-1830 $ à 2000 $ et qui s'est approché de ses plus hauts historiques. Alors, en dollars, à quelques pourcents, et en euros, on était pratiquement sur le record historique ces dernières séances. Le graphique de droite, on l'avait vu également dans la dernière émission,
C'était le rendement du marché action et le rendement obligataire à court terme. Et on avait vu que, c'est ce que je vous disais il y a un instant, il devenait limite aussi, voire plus intéressant, d'avoir du cash rémunéré que de détenir des actions et des actifs risqués. Le fait qu'il y ait des turbulences sur le marché et sur le secteur bancaire a fait retomber les anticipations de hausse de taux, a fait retomber la rémunération du cash, et fait que, de nouveau, le marché action redevient plus attractif par rapport au fait de détenir du cash, et c'est ce qui a notamment soutenu le marché action, et c'est ce qui lui a permis de réagir. Le graphique de gauche, c'est le CDS de Crédit Suisse. Alors qu'est-ce qu'un CDS? C'est le crédit défaut swap, c'est le coût d'une assurance contre la faillite. Et donc ici, vous pouvez voir que le coût de l'assurance contre la faillite de Crédit Suisse s'est littéralement envolé la semaine dernière. Il y avait des très gros retraits de capitaux de Crédit Suisse. Le cours de l'action était sur des plus bas historiques en pleine chute. On parlait de Crédit Suisse toute la journée à la télé, et donc les autorités sont intervenues dans un premier temps en leur fournissant de la liquidité et dans un second temps en forçant en quelque sorte le rachat de Crédit Suisse par UBS. Il est clair qu'on ne peut pas comparer des banques régionales américaines qui ont fait de mauvais placements et où les clients sont sortis avec le Crédit Suisse, qui est une grosse banque mais qui était déjà sous le joug d'affaires en tout genre depuis 10 ans, et des bancaires françaises comme BNP et Société Générale, on va dire BNP, qui sont plus qualitatives et qui ont des beaux résultats ces derniers trimestres. Simplement, par effet de peur, par effet de probable contagion, on a vu l'ensemble du secteur financier en France, en Europe, dans le monde entier, corriger la semaine dernière. Heureusement, les banques centrales sont arrivées au chevet des marchés. Alors j'ai fait une coquille sur Twitter en disant le QE, le quantitative easing, l'assouplissement quantitatif est de retour. Ce n'est pas de l'assouplissement quantitatif, c'est de la mise à disposition de liquidités. Mise à disposition de plus de 300 milliards de la part de la Fed, qui voit son bilan, qui baissait depuis plusieurs trimestres, remonter d'un coup. C'est ce qui a permis cette jugulation, cette stabilisation des marchés, cet interventionnisme rapide, globalisé des banques centrales pour apporter des liquidités et calmer la situation. Néanmoins, ça n'a pas tout sauvé, puisqu'il y a quand même des retraits sur les banques aux États-Unis. Alors on pourrait croire qu'il y a des retraits que des petites institutions, et c'est vrai qu'il y en a, mais il y a aussi des retraits des large institutions, donc des grosses banques, et c'est peut-être en partie ces retraits du secteur bancaire qui ont profité à des actifs refuges comme l'or ou à des actifs, j'allais dire transfuges, mais à des actifs un peu hors système bancaire comme le Bitcoin. Les marchés américains se sont stabilisés, les marchés européens se sont stabilisés, et ce qui a permis cette stabilisation, eh bien, c'est tout simplement la liquidité. Vous avez ici un graphique de la Fed Net Liquidity par rapport au S&P 500. Vous pouvez voir que c'est une copie conforme. Plus les autorités injectent de l'argent dans le système, plus l'indice montait, parce que les autorités faisaient baisser le bilan de la Fed ces derniers trimestres, et bien le marché action était sous pression, et parce que les liquidités sont de retour, et bien les marchés ont réussi à se stabiliser. À droite ici, c'est un graphique intéressant, un tableau intéressant pour les investisseurs. Colonne de gauche, vous voyez le pourcentage d'un portefeuille avec la partie obligataire et la partie action. Ici, vous pouvez voir le rendement, et ici, vous pouvez voir l'écart entre le plus haut et le plus bas d'un portefeuille. Qu'est-ce qu'on note sur ce tableau? Plus on a des actions, moins on a d'obligations, plus on peut subir des déconvenues et des baisses fortes dans son portefeuille. Mais inversement, plus on a d'actions dans son portefeuille, et plus
le return, le rendement de ce portefeuille peut être élevé. Donc il faut bien avoir conscience que quand on investit sur le marché action, on a beaucoup plus de chances, la probabilité de gain est bien supérieure quand on fait du long terme. Mais il faut savoir aussi que quand on fait des investissements en actions à long terme, il faut être prêt à subir des respirations de marché, des corrections, voire des cracks. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie des marchés, ça ne peut pas tout le temps monter en ligne droite. Mais d'un autre côté, quand on fait des achats mensuels réguliers sur toutes sortes d'actifs, notamment actions et ETF, les corrections sont des bonnes raisons, des bons moyens de pouvoir acheter des actions moins chères dans une optique de long terme et ça permettra de faire augmenter le rendement du portefeuille par la suite. Graphique ici à gauche qui a été publié récemment par Tommy Douziek de chez Zone Bourse. C'est un graphique de chez Bank of America Merrill Lynch, le centre de recherche, graphique Bloomberg. C'est un graphique qui compare la performance moyenne du S&P 500 à 3 mois, 6 mois, 12 mois avec la performance moyenne d'actions qui vont être splittées. Qu'est-ce qu'une action qui est splittée ? Eh bien, c'est par exemple du Tesla à 400 $, et d'un coup on dit qu'on va splitter l'action en 10, 1 pour 10, et il va y avoir 10 fois plus d'actions, mais elles vont plus coter 400 $, elles vont coter 40 $. Et en fait, quand une société fait ça, Tesla ou une autre, en moyenne, en général, historiquement, un split d'actions est plutôt positif. Puisque vous voyez les performances moyennes des actions splittées à 3 mois, 6 mois, 12 mois, elles sont bien supérieures aux moyennes du marché. Donc quand vous voyez une société qui va splitter son action, il faut bien évidemment étudier le dossier, mais généralement, en performance de court moyen terme, ça a un impact très positif. Ici à droite, le flop, c'est l'ISM Manufacturing, donc c'est les chiffres du secteur manufacturier aux États-Unis. Vous pouvez voir qu'on est sous 50, on est en contraction. On a une forte baisse donc, du secteur manufacturier. On a un ralentissement économique qui est en train de se mettre en place aux États-Unis. Il y a 6-7 mois, en septembre dernier, on nous disait qu'il y aurait une récession aux États-Unis et en Europe. Puis, graduellement, avec la remontée progressive des marchés, les analystes et les économistes se sont voulus plus positifs pour la suite. On nous a parlé d'abord d'un hard landing, donc d'un atterrissage forcé et difficile, puis d'un soft landing, un atterrissage léger. Puis, le mois dernier, on nous parlait carrément d'un no landing, c'est-à-dire que l'économie ne va même pas atterrir, elle va continuer de progresser. Eh bien, quand on voit ces chiffres d'activité, on peut quand même se demander s'il ne va pas y avoir un soft ou un hard landing plutôt qu'un no landing, et si on ne va pas avoir un épisode de ralentissement, voire de récession. Il faudra garder ça en tête pour la suite. D'ailleurs, pour pouvoir suivre ce phénomène de mise en place ou non d'une récession aux États-Unis, il faudra suivre de près le marché de l'emploi. Le taux de chômage aux États-Unis est sur des plus bas de 50 ans. On est sous 4%. Dans une audition au Sénat, me semble-t-il, Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a laissé entendre que ce taux de chômage devrait augmenter. En effet, si on a monté les taux fortement, si on a impacté les sociétés, leurs investissements, l'immobilier, les dépenses des ménages, eh bien forcément à un moment donné on fait ralentir la machine économique et il se pourrait qu'il y ait du chômage qui augmente. Il faudra suivre cela en parallèle des chiffres des secteurs manufacturiers et des services pour voir si justement on va ou non échapper à un ralentissement assez fort et à une récession. Concernant l'inflation, il va falloir continuer de la suivre également. On avait de l'inflation avant le Covid qui était autour de 2%, moins de 2% en Europe, un peu au-dessus de 2% aux États-Unis. Et puis, avec post-Covid, les injections de liquidités, les ruptures de chaînes d'approvisionnement, les dépenses un peu euphoriques des ménages, eh bien, on a eu une forte inflation qui s'est mise en place en 2021, en 2022.
Et on a atteint des niveaux d'inflation records, on a atteint 9% aux États-Unis, on a vu aussi en Europe des pays avec 8, 9, 10% d'inflation. Forcément, quand vous avez une inflation aussi forte, eh bien, ça impacte les ménages, ça impacte leurs dépenses, ça pourrait à terme impacter les résultats des entreprises qui, pour l'instant, il faut le dire, ont très bien tenu. On se satisfait du fait que cette inflation est en train de graduellement retomber. Simplement, je voulais quand même expliquer qu'une inflation qui passe de 8 à 7 ou à 6%, ça reste une inflation élevée et ça reste une augmentation progressive des prix dans le temps. Ça veut quand même dire qu'on va continuer de payer les choses plus chères qu'avant. Les banques centrales espèrent que l'inflation retombe très rapidement autour de 2%. Avant, elles pensaient que ça se ferait en un an, maintenant peut-être en 2. Et on a même la BCE, me semble-t-il, qui vise une inflation inférieure à 2% ou autour de 2% pour 2025, donc dans plus de 2 ans. Pour finir cette présentation du top flop, à gauche, une petite mise en avant de Tino, qui fait de la pédagogie, tout comme moi, sur Twitter. Toutes les semaines, Tino publie l'instant pédago. Ici, sur le graphique que vous pouvez voir, donc, il nous met en avant l'utilisation de la moyenne mobile à 200 périodes, la moyenne mobile du trend follower. Moi, c'est une moyenne mobile que j'aime beaucoup utiliser pour caractériser la tendance d'une action. La tendance de long terme est souvent illustrée par une moyenne mobile à 200 jours. Chercher à trader au-dessus de cette moyenne mobile permet d'être statistiquement du côté des acheteurs sur le long terme. Quand l'action est au-dessus des mêmes 200, elle est haussière et vous n'êtes pas sans savoir, ou bien vous l'apprenez peut-être, que la probabilité d'un gain est supérieure sur une action haussière que la probabilité d'un gain sur une action baissière. Voilà. Graphique de droite, vous avez le perdant, le flop de ce mois-ci, on va dire, c'est Crédit Suisse. Crédit Suisse qui avait 1500 milliards de dollars d'actifs sous gestion, qui a été vendu à UBS qui avait 4380 milliards sous gestion et qui maintenant en a près de 6000 milliards. Donc on a BlackRock, qui est le plus gros gérant d'assets de la planète. Ensuite on a Vanguard. UBS n'a pas changé de place, il est toujours troisième, mais il est beaucoup plus gros et un peu plus proche de Vanguard. Laissez-moi vous parler donc un petit peu de Trade Republic dont je suis ambassadeur. Vous avez vu Trade Republic mettre en place notamment des discussions, des spaces sur Twitter avec de nombreux traders et investisseurs, toujours dans une optique de vulgarisation, de pédagogie. Avec Mathias Bacchino, donc le directeur de Trade Republic, nous avons décidé de travailler sur la stratégie des 3D. Les 3D, c'est quoi? C'est décrypter l'économie et les marchés pour les épargnants francophones, ce que nous faisons dans cette émission notamment. Démocratiser l'investissement à long terme pour faire face à la crise des retraites et se créer de l'épargne à long terme. C'est ce que vous avez pu voir via de nombreuses publications que je fais sur les réseaux sociaux où j'explique en quoi il est intéressant d'acheter des actifs tout au long de sa vie et de faire jouer les intérêts composés. Je vous montrerai d'ailleurs mes plans d'investissement de long terme dans cette émission, dans ma newsletter ou sur Twitter régulièrement pour vous montrer ce que je fais et vous donner des idées. Et puis également le troisième D, c'est démystifier le trading et ses écueils et mettre en avant ses bonnes pratiques. Ça, c'est ce que j'ai toujours fait. Si vous faites du trading sur des actions spéculatives, il faut mettre des stops, il faut éviter les biotech, il faut éviter les couteaux qui tombent, il faut faire du trend following et acheter des actions haussières. Donc voilà, l'objectif, c'est quelque chose que je faisais déjà en fait. Ça fait des années que je connais Mathias, on a travaillé ensemble chez Bink Bank, qui a été racheté par la suite par Saxo Bank. On a déjà travaillé sur ce concept de décrypter, démocratiser et démystifier, et donc je continuerai de le faire via mes réseaux sociaux, cette émission et ma newsletter dans les mois à venir. Et avant de passer au graphique, je voudrais vous montrer une réflexion sur des plans d'investissement programmés que je suis en train de mettre en place. Vous savez que j'ai créé un personnage, Jean-Michel DCA. Jean-Michel DCA, lui, ne stresse jamais. Jean-Michel DCA, le DCA c'est quoi? C'est le dollar cost average, ce sont des achats mensuels réguliers. C'est-à-dire que
on part du principe que la bourse monte depuis 100 ans. On part du principe qu'il y a des bear markets, il y a des crises, il y a des chutes, mais que globalement, les indices boursiers mondiaux, le CAC 40 dividendes réinvestis, le Nasdaq, le MSCI World, eh bien ces indices sont faits des meilleures valeurs à un instant T, sont purgés des mauvaises valeurs, les meilleures rentrent et sont haussiers sur le très long terme. En investissant sur les indices à long terme, en achetant quand ça monte mais aussi quand ça baisse, eh bien on joue la bourse sur le long terme et on peut avoir de très bonnes performances. Ça, je vous l'ai montré notamment dans des articles. Je vous remontre rapidement donc, sur mon site nicolaschéron.fr, vous avez une partie articles. Dans les articles, vous avez un article « Le market timing fonctionne-t-il » Oui, le market timing peut fonctionner. On peut avoir un timing parfait. Ici, vous voyez, c'est différents profils d'investisseurs sur 20 ans. Et on peut voir que celui qui rentre toujours au meilleur moment de l'année fait une meilleure performance que les autres. C'est celui qui fait du market timing. Sauf que pour avoir le timing parfait, il faut être très très bon en market timing. Il faut toujours rentrer au point bas. Il faut passer du temps devant les écrans. Il faut trouver les bonnes valeurs ou les bons indices. On va parfois stresser. On va regarder son téléphone la journée, le soir, etc. À côté de ça, le dollar cost average fait un petit peu moins de performance, mais fait quand même une très belle performance. Et donc la question se pose. Nous savons statistiquement que plus de 95% des traders particuliers perdent. Ce sont les chiffres des courtiers. Croyez-moi, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans chez 3 courtiers. Sur tous les produits de bourse, sur les CFD, sur le Forex. Il y a des exceptions, il y a des gens qui font des gains, mais globalement, la majeure partie des investisseurs particuliers qui font du court terme et du trading perdent. Et ils n'ont donc pas le timing parfait. Par contre, celui qui va faire du dollar cost average, qui ne va pas passer son temps sur Twitter, qui ne va pas passer son temps à lire, à stresser, à chercher les bonnes actions, à rentrer au point bas, sortir au point haut, etc. Celui qui va juste s'en tenir à acheter tous les mois, eh bien, il va faire de très bonnes performances. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la bourse. J'ai voulu faire du trading au début, j'ai stressé, j'ai parfois fait des gains, parfois fait des pertes, et puis je me suis rendu compte sur le long terme que c'est mes investissements qui me rapportaient le plus d'argent et qui me stressaient le moins. Et que mon ratio risque-gain, temps passé, stress généré, gain réalisé, était beaucoup plus intéressant sur des investissements de moyen-long terme, sur différentes classes d'actifs, que ce soit du private equity, des actions, des ETF, de l'or, des cryptos. Dès qu'on fait du moyen-long terme, on est plus serein et on fait quand même de très beaux gains et qui n'ont rien à envier à ceux qui sont parfaits. Et on le sait, ils sont une minorité. Et ce que je vous présente là, ce n'est pas mon plan d'investissement à moi, c'est celui de ma femme, Jacqueline DCA. On va l'appeler comme ça. Bon, c'est Margot DCA. Le concept ici, c'est d'acheter des choses qui lui ressemblent, qu'elle aime. C'est de faire du long terme sur différentes classes d'actifs. Parce qu'elle est médecin, elle a étudié pendant plus de 10 ans, donc elle n'a pas pu mettre d'argent de côté à partir de ses 25 ans. Elle ne peut le faire maintenant que quand elle a commencé sa carrière, qu'elle travaille, qu'elle gagne de l'argent et qu'elle a plus de 30 ans. Son plan d'investissement programmé, il est de 1 000 € tous les mois. C'est-à-dire qu'elle va mettre en place un virement de 1 000 € de son compte bancaire vers son compte Trade Republic. Et avec ces 1 000 €, elle va acheter différentes classes d'actifs. Dans le tableau de gauche, vous avez sa première réflexion. C'est une réflexion qu'on a menée ensemble pour essayer de définir ce que pourrait être son DCA, son plan d'investissement programmé. Dedans, elle y a mis du Bitcoin et de l'Ethereum pour 150 € sur 1 000 €, soit 15% de crypto-monnaie. Elle y a mis de l'or et de l'argent pour 150 €, comme les crypto-monnaies. 15% donc de son portefeuille est sur les métaux, et il lui restait 70%. Dans ces 70%, elle avait choisi 20% de MSCI World, qui est la référence du DCA, 20% de Nasdaq,
qui est plus ou moins comme le MSCI World, mais un peu plus dynamique. Et puis ensuite, des actions ou des ETF satellites. Bien évidemment, je lui ai dit qu'on ne faisait pas de DCA sur des actions. Mais elle aime le luxe. Je lui dis qu'LVMH est la plus performante, la plus belle et la plus haussière. Elle me dit, j'ai décidé d'avoir 10% de mon DCA sur des actions en direct. Elle a donc 50 € d'LVMH et elle a 50 € de Glaukos, qui est une société du secteur pharmaceutique spécialisée ophtalmologie, parce qu'elle est ophtalmo. À droite, c'est l'évolution de ce DCA dans la réflexion après discussion avec notamment Édouard Petit. Édouard Petit est un spécialiste des ETF, je le ferai passer dans une de mes émissions et vous pourrez le lire également dans ma newsletter. Il connaît les ETF par cœur, ça fait près de 10 ans qu'il prône le DCA et les ETF, et donc j'ai eu une discussion très intéressante avec lui, et Édouard me disait 15% de crypto, pourquoi pas, 15% de métaux, pourquoi pas, après tu as 70% restant. Est-ce que, puisqu'on veut faire un DCA avec une partie non risquée, tu ne mettrais pas 10% d'obligations? Donc on a rajouté 10% d'obligations. Et ensuite, il restait 60% à investir. Et il m'a dit quand même, Nicolas, tu écris des articles sur le DCA, tu n'es pas sans savoir que plutôt que de choisir le CAC, le Nasdaq ou tel ETF sectoriel, le MSCI World est la référence, ça permet de niveler le risque, ça permet d'être investi sur l'ensemble de la planète. Donc il faut que ta stratégie core, la stratégie du milieu, soit principalement du MSCI World. Donc on avait 15% de crypto, 15% d'actions, 10% d'obligations, ce qui faisait 40%, il restait 60%. Dans ces 60%, on a coupé la poire en deux et on a mis 300 € sur la MSCI World, soit 50% de la poche action, et ensuite on a dispatché 300 € entre les actions. Vous ne les voyez pas là parce que la liste est plus longue que la hauteur de mon tableau, mais il y a du LVMH, il y a du Glaukos dont je vous ai parlé avant, et ensuite il y a des ETF. Alors ça, c'est des ETF, c'est des thématiques dont j'avais parlé à mon épouse et qu'elle a mis dans son portefeuille. Elle a mis des énergies renouvelables, elle a mis de l'eau, elle a mis de la tech disruptive, soit ce sont des idées que je lui avais soufflées, soit ce sont des thématiques qu'elle apprécie. Elle a regardé avec moi les graphiques et elle a conclu que ça allait devenir ce plan d'investissement programmé là. Voilà. Alors j'ai une question très intéressante de Michael. Michael me dit 50 € sur LVMH par mois, comment est-ce que c'est possible puisqu'elle coûte 800 €? En fait, ce qui est génial chez Trade Republic, c'est qu'on peut acheter des fractions d'actions. Donc vous pouvez acheter une partie d'une action à 800 €. Vous pouvez mettre 50 € par mois sur LVMH, vous allez acheter 1/16e d'action tous les mois et au bout de 10 mois, vous allez vous retrouver, au bout de 16 mois, vous aurez une action pleine. Et le fait de détenir des fractions d'actions n'empêche pas de toucher des dividendes. Donc ça lui permet ici de pouvoir avoir des métaux, des cryptos, des obligations, des ETF et des actions. Donc 4 classes d'actifs, 5 types de produits sur un seul et même compte, un compte titre, Trade Republic qui est régulé par les autorités allemandes. Ils ont des milliers d'actions et d'ETF disponibles, je crois qu'ils ont 9000 ETF à disposition sur la plateforme. Elle a juste choisi Bitcoin et Ethereum, mais il y a beaucoup plus de crypto que cela. Elle a choisi l'or et l'argent parce que j'en parle depuis 10 ans, mais il y a d'autres matières premières que cela. Et je vous laisse regarder. Dans la description de la vidéo que je posterai sur YouTube, je vous montrerai le lien sur Trade Republic et vous pourrez aller jeter un œil sur cette plateforme par vous-même. Et dans les prochaines émissions, et puis sur Twitter et sur ma newsletter, une fois que ce DCA sera enclenché, eh bien, je vous montrerai une fois de temps en temps l'évolution du compte et de l'ensemble des lignes qu'elle a dans son portefeuille. On passe à la suite. La suite, c'est l'analyse graphique. On va donc commencer avec les indices et ensuite regarder les actions de la sélection du mois. On commence donc par le CAC 40. Le CAC 40, comme on l'a vu en introduction de cette émission, il a subi des secousses. Il a échoué sous son sommet historique à 7400 points. Il était dans une dynamique haussière. Il avait gagné 32%.
Il commençait à manquer un petit peu d'air et il avait besoin de souffler, de revenir vers des supports et potentiellement de revenir tester cette zone clé des 6800 points. 6800 points, c'est un support de la fin de l'année 2021, une résistance de début 2022, une résistance de décembre 2022 et c'est donc ce qu'on appelle un cluster, un pivot clé et c'est pile poil ce niveau que les prix sont venus chercher hier. Partant du principe que la crise des bancaires était endiguée à court terme, que les bancaires étaient revenus sur des supports, que le CAC avait touché un support, et bien les opérateurs sont revenus à l'achat sur le marché action. Également, on en a parlé dans cette première partie d'émission, on part du principe que les banques centrales vont être un peu plus accommodantes, qu'elles vont moins monter les taux que prévu, et donc ça a donné un coup de fouet au marché action. On a donc le CAC qui a touché un support et qui revient ici à 7130 points. Et qui se stabilise. La tempête de court terme, en tous les cas, semble passer et on pourrait maintenant zigzaguer. On attend bien évidemment Jérôme Powell, président de la Fed, qui donnera l'impulsion suivante ce mercredi soir. On peut regarder rapidement l'or, mais j'en reparlerai à la toute fin dans la partie DCA. L'or qui, à long terme, voilà, avait touché fin 2022 des supports et qui est reparti vers ses plus historique, l'or qui est passé de 1830 à 2000 $ ces dernières semaines, notamment de par son caractère refuge et parce que l'or est dénominé en dollars et que parce que les anticipations de taux étaient à la baisse, eh bien le dollar est reparti à la baisse. Ça a permis de booster les cryptos et les métaux en plus de l'aversion au risque et de l'envie de diversification des opérateurs. On peut regarder aussi le pétrole. Le pétrole donc, qui était dans un range depuis plusieurs mois et qui s'en est extrait par le bas, qui est allé approcher son support suivant autour des 63-64 $ sur le WTI et qui a réagi pour l'instant sur cette zone. Donc on n'oublie pas que le pétrole était baissier, en tendance baissière depuis juin dernier, sous sa moyenne mobile à 200 périodes. Il est sorti de son range, il est revenu chercher un support et désormais il se stabilise. Et étant donné sa réaction positive et étant donné la réaction positive sur l'indice CAC, on a Total qui reprend de la hauteur dont on va parler dans quelques instants. On parle de différentes valeurs pour suivre et terminer cette émission. Les voici. On va parler des financières, Société Générale, BNP, Crédit Agricole. Et puis l'assureur AXA, on va parler de valeurs en trend following, Total, donc je vous en parlais à l'instant, qui profite de sa dynamique de fond, de sa politique de dividende, du fait que les indices rebondissent et que le pétrole ait trouvé un point dur. On parlera également de Safran, Katana, que certains d'entre vous adorent. Katana et Rexel, on le verra, elles ont toutes les deux fait la même configuration, une parabolique haussière. Je vous avais expliqué ce concept le mois dernier sur Katana. On a consolidé, pareil sur Excel, pour toucher des supports. On parlera de quelques cas particuliers, des cas complexes ou des cas haussiers de GLB. Alors pour ceux qui ne connaissent pas GLB, c'est les Green Line Breakout. Ce sont des actions qui cassent leur plus haut historique qui correspondent au début de leur introduction boursière. Et ce sont des configurations qui sont très positives. Et puis on parlera un petit peu DCA pour finir, pour appuyer ce que je vous ai expliqué tout à l'heure et je vous montrerai quelques ETF ou matières premières ou Bitcoin pour vous montrer les dynamiques de très très long terme et pourquoi il est intéressant potentiellement d'investir dessus en DCA. Alors j'ai une question de Repi. Petite question, prenons l'exemple de votre femme. Est-ce qu'en DCA, on peut par exemple faire fonction de notre revenu, commencer par 500 € par mois, par exemple à 27 ans, on va augmenter? Bien évidemment. Le DCA, plus on va avancer dans sa vie, plus potentiellement on va avoir des revenus qui vont augmenter. Plus on a des revenus qui augmentent, plus on peut mettre une part importante sur ses investissements boursiers, plus on peut augmenter son DCA. Ce qui est très important de se dire, c'est que l'effort d'épargne, quand on commence tôt, est beaucoup plus faible que quand on commence à 40 ans. Si vous commencez un DCA à 50 € à 20 ans
puis à 150 euros à 25 ans, puis à 500 euros à 30 ans, puis à 1000 euros à 40 ans, en 20 ans, vous aurez déjà énormément accumulé. Si vous commencez à 40 ans et que vous voulez rattraper le retard, vous allez devoir mettre 3000 euros par mois. Parce qu'il y a la puissance des intérêts composés, des dividendes avec le temps. Donc plus vous commencez jeune, mieux c'est. Plus vous pouvez mettre dès le départ, mieux c'est. Et évidemment que ça va graduellement avec votre âge, avec votre métier. On se doute bien qu'un étudiant de 19 ans ne peut pas mettre 1000 euros par mois. Donc, on passe aux actions. On regarde Société Générale, BNP, Crédit Agricole. J'ai été un peu dur avec les bancaires la semaine dernière, mais c'était pour votre bien. Pourquoi est-ce que j'ai été dur avec les bancaires la semaine dernière? Parce qu'elles baissaient dans des volumes records, que le feu n'était pas encore éteint sur les banques régionales ni Crédit Suisse. Tout le monde me disait, mais Crédit Suisse ou les banques régionales, ce n'est pas BNP ou Société Générale, ce n'est pas la même qualité, ce ne sont pas les mêmes types de dossiers. Et ça, on est d'accord, j'ai jamais dit que BNP était à comparer avec Crédit Suisse. Simplement, c'est le même secteur. Quand vous avez un secteur dans lequel il y a des turbulences, il y a de possibles effets contagion. Donc c'est l'ensemble du secteur qui est impacté. Les médias parlent du secteur bancaire, de banques qui font faillite aux États-Unis, de banques qui nécessitent des dizaines de milliards en liquidité pour pouvoir être stabilisées. Forcément, ça fait peur à des investisseurs. Des gérants ont envie de sortir du secteur parce que leurs clients leur disent de sortir du secteur. Donc, il y a eu un petit rebond la semaine dernière, mais sinon, la semaine dernière, ça a baissé. Ça a commencé donc le vendredi 10, ça a baissé lundi 13, stabilisation mardi 14, baisse mercredi, baisse jeudi, baisse vendredi. Pourquoi est-ce que j'ai été aussi dur sur Twitter toute la semaine dernière? Parce que moi, ça me fait mal au cœur quand les gens achètent des couteaux qui tombent et qu'ils achètent avant que le couteau se soit planté, qu'ils achètent avant qu'on ait touché des supports et qu'ils aillent donc juste au-devant de pertes assurées. J'ai vu des centaines de personnes me répondre jeudi dernier quand la BNS a donné des liquidités à Crédit Suisse qu'il fallait acheter du Crédit Suisse. J'ai vu des dizaines d'investisseurs pâtir de la chute de Crédit Suisse de moins 55% hier. Alors forcément sur Société Générale et BNP c'était moins violent. Et les gens qui ont acheté du Société Générale la semaine dernière parce qu'elle était posée sur MM200 à 23,60 €, encore au jour d'aujourd'hui, ils perdent 6%. Pour pouvoir faire des gains sur les bancaires, il fallait les acheter hier. Ou à la limite jeudi, vendredi dernier. Mais on sait que les traders perdent en bourse et on sait que les gens à payer le point bas sont très rares. On sait que la plupart des gens ont payé dans la chute, pour ceux qui voulaient s'y frotter. Alors bien évidemment, beaucoup de gens disent oui, mais c'est un trade de long terme, donc je peux me permettre. Ok, mais à quoi bon acheter du Société Générale et perdre 15% en l'espace de 3-4 séances, plutôt que d'attendre que le couteau soit planté? Hier, on est venu sur Société Générale sur les 19 €, 19,50 €. C'est un support qu'on a testé en septembre 2022, approché en juillet 2022 et en mars 2022. On était enfin de retour hier sur un support de moyen terme. Donc la probabilité qu'il y ait une réaction à ce moment-là, elle était beaucoup plus forte qu'elle ne l'était avant. Le Crédit Suisse avait été vendu, les banques centrales étaient intervenues, donc hier, après le début de séance un peu compliqué, il y a eu des volumes acheteurs, elle est repassée au-dessus de son cours d'ouverture, et on pouvait à ce moment-là acheter en début de semaine un peu de bancaire si on avait envie de faire du trading ou si on avait envie de faire de l'investissement sur les bancaires une fois le couteau planté. Mais acheter des bancaires dans la chute la semaine dernière, quelle que soit la qualité du dossier, pour moi, ça ne se justifiait pas. Voilà, tout simplement. Et si je suis parfois... Je donne l'impression d'être catégorique, je ne le suis pas, je donne juste mon avis. J'ai vu des gens acheter du BNP à 60 €, j'en ai vu d'autres en acheter à 56, 57. Encore aujourd'hui, ceux qui ont acheté à 56 € perdent 2,5-3%. Et s'ils ont acheté à 56, ça veut dire que lundi matin, ils perdaient 9 €, 15%.
Quel est l'intérêt d'acheter une bancaire en pleine chute, même si le dossier est bon, sans que le couteau soit planté, alors qu'il y a des bancaires dans d'autres pays certes, mais quand même d'autres bancaires qui sont en train de faire faillite, de voir leur CDS, leur crédit défaut swap s'envoler comme Crédit Suisse, d'acheter une bancaire un vendredi avant le week-end, alors que le week-end d'avant il y avait eu des faillites. Vous savez, moi, si je suis aussi présent sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'aime échanger avec les gens. C'est pas parce que j'essaie d'avoir raison ou tort. Ça, c'était quand j'avais 15 ans et que j'étais adolescent. Mon but, c'est de faire de la prévention. Je préfère qu'on achète des actions haussières, à moyen long terme. Bon, vous voyez, BNP, elle est plutôt en dents de scie depuis 1 an maintenant. On ne peut pas dire que ce soit haussier sur des plus hauts historiques et très intéressant comme action. Elle l'était quand elle était là, en début d'année, fin d'année dernière et début d'année. Elle était en tendance haussière. Et quand elle était à 64 €, j'avais publié ce graphique avec cette oblique en disant attention, si on casse cette oblique, il serait peut-être bon de prendre des gains. Pourquoi de prendre des gains ? Parce qu'en l'espace de quelques mois, BNP avait gagné 60%. Donc, en début de semaine, alors si vous l'aviez acheté tout en bas, BNP, en début de semaine, vous ne gagnez plus que 20%. Vous êtes passé de plus 60 à plus 20. C'est quand même sacrément dommage. Il est quand même beaucoup mieux de couper la ligne quand on casse l'oblique haussière et d'encaisser un gain de 20, 30, 40%. Quand même mieux de sortir, même ici, quand il y a un gap baissier, qu'on casse la dynamique et qu'il y a des problèmes sur le secteur bancaire, pour ensuite attendre que le couteau se plante. Hier, on a fait un trou d'air sous MM200, c'était pas facile, certains l'ont payé à l'ouverture, bravo. C'est des personnes qui font du trading, c'est des personnes qui font un gain de court terme, mais c'est une minorité. La plupart des gens ont acheté les bancaires la semaine dernière et gagnent peut-être aujourd'hui 1, 2 ou 3% après être passé par moins 10. Vous savez qu'en bourse, le ratio risque-gain est extrêmement important. Je ne trouve pas que risquer 15% pour en gagner 5 ou 10 soit un ratio risque-gain intéressant. Après, il y a d'autres financières qui étaient intéressantes, qui étaient plus propres graphiquement et plus solides. Contrairement à Société Générale et à BNP qui ont perdu 30%, Crédit Agricole n'a perdu que 20%. Vous pouvez voir que Crédit Agricole, elle était bloquée pendant des mois ici sous une oblique baissière qu'elle avait testée à 1 reprise, 2 reprises, 3 reprises, 4 reprises, 5 reprises, puis elle l'avait finalement cassée. C'est ce qu'on appelle un pivot. Une oblique baissière qui était résistance et qui devient potentiellement support. Et bien quand on tirait cette oblique baissière vers la droite, eh bien vous voyez qu'on est revenu pile poil tester cette oblique. Ancienne résistance devenue support. Et c'est ce qu'on appelle une inversion de polarité. Sous cette oblique, elle était en polarité baissière. Au-dessus de cette oblique, elle est en polarité haussière. Elle est revenue tester cette oblique et elle a réagi. Pour ceux qui font du trend following et qui aiment bien utiliser la moyenne mobile à 200 périodes, vous pouvez voir aussi que Crédit Agricole, contrairement à BNP et SOG qui sont passés largement dessous, eh bien elle est allée tester MM200 à 9,70, elle a fait un plus bas à 9,50. Donc celui qui achetait Crédit Agricole sur MM200, avec un stop de 3-4%, pouvait s'en sortir et la tenir et faire un gain. Alors que celui qui achetait du BNP sur sa moyenne mobile à 200 périodes, ici à 52, il est passé par moins 10. Donc parfois, il faut essayer de trouver des actions du même secteur, mais où les supports sont un peu plus propres et un peu plus solides. AXA, elle était dans une dynamique qui était relativement haussière, et vous pouvez voir que quand on trace une oblique qui passe par tous les plus bas depuis juin 2022, elle est pile poil venue chercher ce point. Une oblique, c'est un support oblique qui passe par des extrêmes. En reliant les points bas des 6 derniers mois, on trouvait le point bas réalisé par AXA ce lundi. Même chose que Crédit Agricole, elle est revenue ici tester MM200 et elle y a réagi positivement. Donc, il était peut-être plus intéressant, judicieux, moins risqué, plus précis d'acheter du AXA ou du Crédit Agricole que d'acheter du Société Générale ou du BNP. Voilà. Après, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Personnellement, j'ai été formé en 2006, 7, 8 et j'ai passé mon année à faire de la bourse et du trading avec un gérant de portefeuille pendant la crise des bancaires en 2008.
c'est peut-être ce qui fait que j'ai une déformation professionnelle et qui fait que depuis 15 ans, jamais de ma vie, je n'ai acheté une bancaire parce que je n'aime tout simplement pas ce secteur et les crises qui s'y passent à répétition depuis 20 ans. Je regarde un petit peu vos questions. Toc, toc, toc. Alors, Michel me dit bonjour, un avis pour Michel DCA. Il a vendu sa maison et souhaiterait les investir sur le marché action. Doit-il attendre un repli pour entrer une moitié et un repris 30% ou entrer une deuxième moitié? Eh bien, en fait, Michael, je vais vous écrire un article à ce sujet sur est-ce que quand on a de l'argent qui vient d'arriver, il faut l'investir tout de suite ou il faut l'investir progressivement. La théorie dit qu'à très long terme, si on touche de l'argent, il faut l'investir dès qu'on peut l'investir, puisque plus longtemps on va l'investir, plus on va faire jouer les intérêts composés et plus sur le long terme on va pouvoir gagner. Après, dans la pratique, toucher une grosse somme d'argent et l'investir d'un coup sur le marché, c'est quand même relativement stressant. Et Michel DCA, on le sait, il veut éviter le stress. Donc, peut-être que le faire progressivement sera plus sage et moins stressant. Ensuite, on va parler des valeurs de trend following avec Total. Donc Total profite du rebond du CAC et Total profite du rebond du pétrole. Ce que j'aime bien faire dans cette partie analyse graphique, c'est aussi vous montrer des patterns. Des patterns, c'est des figures, c'est des répétitions. Vous pouvez voir ici que Total, depuis le Covid en 2020, elle est dans une dynamique haussière. Dossier de qualité pour jouer les énergies renouvelables, le gaz, le pétrole, dossier de qualité qui verse du dividende, tout ça, la plupart vous connaissez. Ce qui est intéressant de voir avec Total, c'est qu'on peut tracer ici un canal haussier de long terme et de voir qu'elle est revenue chercher la médiane. La médiane, elle l'a travaillée ici, elle l'a travaillée là, 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 là et là. Autre façon d'analyser le titre, hormis ce canal haussier, c'est de voir où se sont faits en extrême les points bas ces derniers mois. Et on peut voir qu'en fait, à chaque fois que Total est passé à peu près 5% sous sa moyenne mobile à 200 périodes, 5-7%, c'était une belle opportunité d'achat. Donc, je voulais montrer ça dans la dernière mission avec des valeurs comme Equinox ou d'autres. Il y a des valeurs qui répètent des patterns dans le temps, qui répètent des façons de faire. On voit que Total est dans un très beau trend haussier de long terme. On voit que contrairement à certaines valeurs qui tiennent parfaitement la moyenne mobile à 200 périodes, elle fait des trous d'air dessous. On calcule l'écart qu'elle a entre sa moyenne mobile à 200 périodes et les points bas lorsqu'elle en fait ces derniers mois. On constate qu'à chaque fois que Total est 5-7% sous la moyenne mobile à 200 périodes, c'est une opportunité. On voit Total la semaine dernière ou en ce début de semaine à moins 5% sous MM200 et à ce moment-là, on peut la surveiller. Ça ne veut pas dire qu'on va la payer au point bas, jamais. Mais lorsqu'on voit que le titre hier teste les 52 comme il l'avait fait la semaine précédente, qu'il réagit, qu'il clôture positif et qu'il revient sur MM200, eh bien, pour ceux qui veulent prendre le train de moyen-long terme en route, ça peut être une opportunité d'entrée, d'autant plus quand on voit le pétrole réagir positivement sur ses supports. Total était dans un range, elle s'en est échappée par le bas, elle s'est fait une frayeur, elle est en train de le réintégrer. Donc c'est plutôt positif ce qui est en train de se passer sur le titre. Elle a fait un point bas comme elle l'avait fait par le passé sous sa MM200. Elle est toujours haussière. Le pétrole se stabilise et pourrait arrêter de baisser à court terme après avoir bien chuté récemment. Donc tout ça plaide pour Total. Autre titre qui est relativement haussier en tendance et plutôt fort, c'est Safran. Safran a vraiment chuté très fortement pendant le Covid. Elle était revenue au contact d'une résistance à 127 € qu'elle avait testée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et qu'elle n'avait pas réussi à passer. Par la suite, elle a consolidé pendant 1 an et demi. Et début d'année, elle est repassée au-dessus des 127. À cause de la baisse, à cause des secousses de marché, à cause de cette respiration du CAC 40, eh bien le titre est revenu sur son support.
Et c'est pour ça que je disais dans mon audio lundi sur Twitter, ou que je vous disais tout à l'heure que les crises, les baisses, les corrections sont des opportunités pour l'acheteur de long terme et de moyen terme, parce que quand les marchés secouent, les bons titres haussiers reviennent sur des supports et permettent d'acheter sur les supports. Et lorsqu'on achète sur des supports, on a des bons prix d'achat. Lorsqu'on achète avec un bon prix d'achat, on a un stop qui est relativement serré. Donc on a un ratio entre le risque et le gain potentiel qui est très intéressant. Si on achète du Safran sur support à 127 ou même 130, on peut avoir un stop à 123, ce qui fait 5-6%, ce qui n'est pas grand-chose. On peut viser les plus hauts récents à 137,60 et si ces plus hauts sont dépassés, on peut même viser au-dessus les plus hauts historiques de 2020 avant Covid à 152,40 €. Donc lorsque les marchés secouent, le premier rachat potentiel peut se faire sur un support ou dans la remontée, et un achat suivant, ou si on a raté le train pour essayer de le prendre en route, serait d'acheter en cas de cassure de résistance dans le sens de la tendance pour viser la résistance suivante. Ensuite, on a deux exemples de valeurs en trend following qui sont recherchées, qui sont au-dessus des mêmes 200 et que les investisseurs français aiment bien. C'est Katana et Rexel. Quel est le rapport entre Katana et Rexel? Eh bien, c'est que ces deux valeurs ont fait à court terme des hausses paraboliques. Une hausse parabolique, c'est une hausse avec accélération continuelle de la hausse jusqu'à un point de rupture. Et lorsqu'on a fait une des premières émissions, c'était le mardi 21 février 2023, donc il y a un mois, lorsque j'ai repris donc mes émissions, on a vu qu'on était dans une parabolique haussière et je vous expliquais qu'à l'approche d'une résistance et alors qu'on faisait une hausse parabolique, il serait très difficile de tenir le mouvement haussier et de continuer de monter aussi puissamment en accélérant avec le temps. Des paraboles, vous pourrez en trouver plein dans l'histoire. Vous pouvez en trouver sur le cuivre, vous pourrez en trouver en 2017 sur le Bitcoin, vous pouvez en trouver sur des indices, sur des actions. La valeur a échoué sous résistance, elle s'est calmée et elle est revenue à proximité de sa moyenne mobile à 200 périodes. Elle est revenue sur une zone de prix qu'elle avait travaillée plus ou moins ces derniers mois. Elle avait échoué une fois ici à 6,40 €, une autre fois ici en octobre, une autre fois ici, puis elle a réussi à passer et en fait elle revient sur zone. Elle échoue sous résistance post-parabole et elle revient tester une zone de soutien. Et c'est à ce moment-là que plutôt que d'acheter en pleine hausse pendant la parabole sous résistance, on va pouvoir profiter d'une correction du titre, si on l'apprécie. Le titre a perdu 16%, il est revenu à proximité des mêmes 200, et donc à ce moment-là, on peut s'intéresser au titre. Rexel, c'est la même chose, une parabole. Donc, vous voyez, le titre était haussier normal, puis haussier assez fort, puis haussier puissant, puis haussier très rapide. Et le concept de la parabole, c'est que c'est intenable, une hausse qui va comme ça en exponentielle. Donc la baisse des marchés l'a fait chuter, a cassé la dynamique de court terme. Souvent quand on est en parabole haussière, quand il y a cassure, c'est violent. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est de se mettre notamment en données mensuelles, de voir que Rexel avait fait un plus haut historique en 2014 à 20,50 €, de voir que cette zone du plus haut historique précédent avait été très travaillée en 2022, qu'on avait fini par la dépasser en janvier-février 2023, et qu'en fait, le retour post-parabole, post-cassure de cette parabole, il s'est fait à combien? Il s'est fait à 20,50 €, 20,60 €. Donc en fait, on est pile poil revenu sur l'ancien niveau, l'ancien record historique, la zone très travaillée en 2022 qui n'était pas passée, qu'on avait réussi enfin à passer en février 2023. C'est une action qui est haussière à moyen terme, à long terme, à très long terme. C'est une action qui est en train de retravailler des plus hauts historiques datant de 2014. Et ici, c'est un retour sur support qui est violent, certes, mais qui est une opportunité de prendre position sur une action haussière suite à une belle correction. Ensuite, je vais vous montrer quelques dossiers un peu plus complexes.
Le premier, c'est Ubisoft. Ubisoft, elle est très baissière à moyen long terme. En plus, il y a des obligations convertibles, il n'y a pas de bonne annonce depuis des mois. Ce qui est simplement intéressant, entre guillemets, de constater, c'est que malgré la baisse du CAC ces 15 derniers jours, elle a fait de la résistance et elle a grimpé. J'ai un lecteur qui m'a dit, voilà, je suis coincé dessus, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux mettre un stop? Bah oui, on peut toujours mettre un stop sous un des précédents plus bas qu'elle vient d'inscrire en se disant qu'à un moment donné, si elle continue de chuter, il faudra se couper une main plutôt qu'un bras. Et on me demandait aussi quel est le niveau à dépasser pour pouvoir un peu accélérer. Bah, c'est les 23,80. En ouvrant des graphiques sur plus de 2 semaines, en les ouvrant des fois sur 3 mois, 6 mois, voire 10 ans, comme Rexel il y a quelques instants que je vous ai montré, on peut trouver des pivots. Ici, vous avez un pivot à 23,80. Support ici, testé là, cassé violemment, et on est revenu le tester ici. Tant qu'on est sous 23,80, elle est vraiment toujours extrêmement baissière. Si pour une raison X ou Y, une annonce, un résultat, une spéculation, elle réussissait à passer les 23,80 dans les jours ou semaines qui viennent, ce serait un signal positif. Ensuite, on parle de Danone. Danone qui revient de loin. Elle a été baissière avant le Covid, elle a chuté avec le Covid, elle a continué de chuter, de faire un nouveau plus bas post-Covid, ce qui a été très rare sur le marché français. Puis elle s'est reprise, puis elle a rechuté sur ses plus bas, elle est revenue sur une zone d'accumulation de très long terme. Ça aurait beaucoup plu à Tradosor, qui est fan des zones d'accumulation de très long terme. Et récemment, elle est sortie de son carcan, enfin. Danone était bloquée sous une oblique baissière, elle était dans sa zone long terme, elle a donné un signal en cassant plein de niveaux d'un coup. En fait, ici, à 51,50, vous aviez le haut de la zone d'accumulation, une résistance horizontale testée plusieurs fois, la moyenne mobile à 200 périodes, qui est la moyenne mobile au-dessus de laquelle il faut être pour pouvoir s'intéresser selon moi à une action, l'oblique baissière qui passait par les plus hauts. Donc en cassant cette zone des 51,52 euros, elle cassait niveau horizontaux, niveau oblique, moyenne mobile, et ça montrait vraiment qu'il se passait quelque chose. Ensuite, les résultats sont venus corroborer cette cassure et le changement d'ambiance. Et depuis, Danone fait des plus bas de plus en plus haut. Elle est recherchée, elle a été recherchée même pendant que le CAC se cassait la figure en début de mois. Et elle est en train ici de tenter d'accélérer et de casser les plus hauts des dernières semaines. Donc c'est ce genre de configuration, ce genre de titres sur lesquels il y a des changements d'ambiance, des ruptures, des changements de tendance qui peuvent vous intéresser, notamment si vous faites du court, même du moyen long terme, puisqu'elle est vraiment en train de sortir d'une compression long terme et de changer de direction. Ensuite, on parle de 2 autres types de valeurs, des GLB, donc des cassures de plus haut historiques. Alors, Rocher-Beaubois, sa GLB, elle l'a fait il y a un certain temps. Donc la GLB, je le rappelle, c'est un titre qui fait un plus haut à son introduction. Ici, c'était à 23,80 en 2018. Ensuite, elle baisse et elle est neutre pendant des années. Et en 2021, elle casse son plus haut historique qui correspond à son cours d'introduction. C'est ce qu'on appelle un Green Line Breakout, la stratégie du GLB, de la Green Line Breakout. La cassure de la GLB à 24 euros a engendré une forte accélération, puis elle a consolidé, et ici c'est très joli la façon dont le titre a consolidé, une sorte de grande anse, pour ceux qui connaissent les figures de tasse avec anse, ici on a une grande anse, et elle est en train de retourner vers son plus haut historique. Elle a été soutenue par des volumes ces derniers mois. Elle est en train de retourner vers son plus haut historique qui est à 41 en cours de clôture journalière et 42 en extrême. Et si elle arrive... 41 en plus haut récent et 41,90 en plus haut de 2021. Et si elle arrive à casser ces plus hauts-là, eh bien théoriquement, elle est en trend following, elle est au-dessus des mêmes 200 et elle pourrait continuer de grimper. L'achat le plus optimum, ce serait d'espérer qu'elle bute ici, qu'elle revienne vers son support à 36, sa moyenne mobile à 200 périodes et qu'on puisse l'attraper sur repli.
Mais si elle en décide autrement, que les opérateurs en achètent, qu'elle casse ses plus hauts annuels et historiques, eh bien, certains décideront peut-être de prendre position sur cette cassure, parce que de la même manière que je vous ai expliqué tout à l'heure que la probabilité d'un gain était supérieure sur une action haussière par rapport à une action baissière, et que c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter des couteaux qui tombent et qu'il vaut mieux acheter des actions qui montent, eh bien la probabilité de faire un gain sur une action qui casse un plus haut historique, elle est plus forte que sur une action haussière mais normale. En fait, le top du top d'une action, c'est une action qui casse son plus haut historique. Ensuite, c'est une action qui casse son plus haut annuel. Ensuite, c'est une action qui casse un plus haut à 3 mois ou qui tout simplement est haussière en trend following. Mais une action qui casse un plus haut historique, ça veut vraiment dire que c'est très positif. Et puis, j'ai une autre valeur qui est dans le marketing digital, qui est cotée en Italie, qui fait également une GLB. Mais elle est en train de la faire, du moins elle vient de la faire. Digital Touch, elle avait une GLB à 2,60 et elle a cassé la zone des 2,60 en février. Donc ça veut dire que pour la première fois dans la vie de cette action, qui cote depuis 2015, on est dans une dynamique haussière. Vous voyez comme c'est joli, hein. On fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. On vient prendre appui régulièrement sur la moyenne mobile à 200 périodes, qui est la moyenne mobile de suivi de tendance de moyen long terme. La moyenne mobile monte avec les prix. Et ça lui a permis de casser son plus haut historique qui correspondait à son plus haut d'introduction autour des 2,60. Et donc ici, en théorie, si on veut prendre position sur une valeur qui est en trend following, qui fait une GLB, eh bien on espère un retour vers la zone de la GLB, parce que souvent quand une action monte très fortement avant de faire sa GLB, elle va travailler sa zone un certain temps avant potentiellement de continuer de grimper. Donc là, quelqu'un qui voudrait rentrer sur repli sur un support clé sur cette valeur, il espérerait qu'elle passe de 2,80 à 2,50. À noter par contre que cette valeur est peu liquide. Voilà. Pour finir donc cette émission dans laquelle je vous ai présenté Trade Republic, pour lequel je suis partenaire, dans lequel je vous ai présenté le DCA de Margot DCA, mon épouse, je voulais vous montrer tout simplement les pentes de certains actifs dans lesquels elle va investir à très long terme. Je regarde un petit peu vos questions. Désolé, hein, c'est difficile de faire et l'émission, de gérer le son, l'image, les questions en même temps, mais j'ai quand même essayé de répondre tout au long de cette émission. Le meilleur plan d'investissement à 20 ans en étant étudiant, si vous voulez un seul actif, en théorie, c'est d'acheter la bourse mondiale. Donc c'est d'acheter un ETF comme le MSCI World. Après, mon avis sur la question, c'est que peut-être que pour les 10-20 ans à venir, un investisseur qui sera diversifié dans différentes classes d'actifs fera peut-être mieux qu'un investisseur qui est uniquement sur les actions. Vous voyez, depuis 10 jours, il y a des craintes sur le secteur bancaire et les indices ont corrigé. Il y a deux actifs qui sont montés à contre-courant, l'or et le Bitcoin. Donc, c'est pour ça que dans le DCA de mon épouse, il y a des cryptos et des métaux. L'or va avec l'argent et l'or à l'argent sont montés. Le Bitcoin va avec l'Ethereum, c'est un peu comme Batman et Robin dans les deux cas. L'or, l'argent, le Bitcoin, l'Ethereum sont tous montés pendant qu'il y avait des turbulences sur les indices. Donc j'ai envie d'avoir des indices à long terme parce que statistiquement sur 10, 20, 50, 100 ans, c'est la classe d'actifs qui rémunère le plus de la planète. Et j'ai envie d'avoir un complément en métaux et en crypto pour être diversifié et pour pouvoir niveler aussi les périodes de turbulence. Alors j'ai AlBZ qui parle de CrossJet. CrossJet, me semble-t-il, a publié. Elle a consolidé ces derniers temps. Avec la turbulence des marchés, comme beaucoup d'actions, elle avait corrigé. Elle a publié des chiffres ce matin qui font qu'elle perd 10% aujourd'hui. Le point positif sur ce dossier, c'est qu'elle est revenue tester une zone de gap qu'elle a tenue ce matin à 3,90 €. Elle est dans une dynamique haussière de moyen long terme. Elle a une MM 200 ascendante, donc elle est en trend following. Lorsque j'ai commencé à suivre ce dossier, c'était post 4 € ici, alors qu'elle avait réalisé un gap et qu'elle ne l'avait pas comblé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est revenue tester ce gap ce matin sans le combler. Donc ce gap,
ici à 3,90 €, 4 €, est vraiment la line in the sand, c'est la ligne dans le sable, c'est le pivot clé. On voit que la MM200 est en train d'arriver sur cette zone-là, on voit que 3,90 €, 4 €, elle l'a testé une fois, deux fois, trois fois, il ne faut pas casser cette zone de prix-là. Si elle arrive à tenir ici, elle peut repartir. Si elle casse ça puis la MM200, elle perdrait de sa superbe, tout comme je l'ai écrit dans la newsletter dans laquelle j'ai parlé de ce dossier. Et donc pour finir, je vous montre quelques courbes pour comprendre pourquoi on fait du DCA à long terme sur des ETF. Ça, c'est le graphique du MSCI World sur 10 ans. Donc c'est plus de 1000 actions à l'intérieur du MSCI World. Ça vous permet d'être investi sur différentes zones géographiques. Ça vous permet d'être sur différents secteurs. Il y a exactement 1546 entreprises dans le MSCI World. Donc ça vous permet d'être sur tous les secteurs, toutes les zones géographiques et ça vous permet d'être investi en bourse. Voilà. Et ce qui compte sur ce MSCI World, c'est qu'il est en dynamique haussière de très très long terme. Et quand il y a des fortes baisses, comme avec le Covid ou comme en 2015, c'est généralement les meilleures opportunités d'achat. Mais étant donné que le market timing est très complexe, comme je vous le disais tout à l'heure et comme je vous le prouvais par des statistiques dans l'article qui est publié sur mon site qui s'appelle Est-ce que le market timing fonctionne ? Eh bien, le DCA revient à acheter tout le temps. On achète dans les hausses, dans les baisses, dans les hausses, dans les baisses, dans les hausses, dans les baisses, dans les hausses, dans la baisse. Et même si ça devait baisser, on continuerait d'acheter pour jouer l'accumulation de très long terme. Autre actif que je trouve très intéressant, c'est l'or, dans une optique de très long terme, de par le fait que l'or est un refuge, de par le fait que l'or est en dynamique haussière. Bon là j'y vais un petit peu fort avec cette flèche qui était restée sur mon graphique. La dynamique de l'or est haussière, l'or profite de la baisse du dollar de très long terme. De toute façon, la Fed est bloquée dans un système où elle redescendra à terme ses taux d'intérêt, où le dollar rebaissera potentiellement et où donc les actifs dénominés en dollars en profiteront. L'or permet une diversification de portefeuille, l'or permet de jouer une tendance de très très long terme haussière depuis 20-25 ans. Donc pour moi, la zone actuelle est une zone d'accumulation en vue de nouveaux records historiques dans le sens de la tendance. Tant qu'on est de toute façon sur l'or au-dessus de 1400-1500 $, pour moi, j'en achète régulièrement, j'en avais déjà et désormais ma femme en a dans son plan d'investissement programmé. Et puis le Bitcoin. Alors le Bitcoin, pour pouvoir apprécier les prix, il ne faut pas le mettre en échelle linéaire, il faut le mettre en échelle logarithmique. Et vous pouvez voir que depuis 10 ans, le Bitcoin est dans une dynamique haussière de très 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 long terme. Le Bitcoin a déjà perdu à maintes reprises 80%. Et donc, quand le Bitcoin a perdu entre 2022 et cette année 80%, eh bien, c'était possiblement donc un repli très important. Étant donné qu'on ne sait pas quand est-ce que... Donc vous voyez, ça c'est mes vieilles annotations sur mon graphique. Là-haut c'était un bull trap à 60 quelques mille dollars. Là c'était un bear market pendant un an. Ensuite on était dans un marché neutre, on est en train de tenter de s'en extraire. Et là vous avez dip normal, dip important, méga dip, worst case. Le dip normal c'est une baisse dans un marché haussier. Le dip important c'était de revenir vers 33 000. Le méga dip c'était de passer en marché baissier et de revenir sur les 20 000. Et le worst case, c'était les 10-15 000, on a fait ici les 15 000. C'est super dur de savoir timer les cryptos. C'est pour ça que depuis maintenant 2, 3 ans, 4 ans que je suis ce marché, je dis qu'il faut faire du DCA. Celui qui achète depuis des années, il en achète là, il en achète là, et il ne se pose pas de questions.
Parce que ce qu'il joue, c'est la dynamique haussière de très très long terme. C'est le concept du DCA. C'est le fait que peut-être on reviendra vers 50, 70 et pourquoi pas 100 000 dans le sens de la dynamique haussière de très très long terme. Et c'est le concept du DCA, on achète quand ça monte, on achète quand ça baisse. Ce qui est génial, c'est que psychologiquement parlant, quand ça monte, vous avez déjà chat en portefeuille, donc vous êtes content parce que ça monte. Et quand ça baisse, vous avez la possibilité dans les semaines et les mois qui suivent de compléter votre DCA et d'acheter dans la baisse et donc de payer moins cher. Historiquement, les investisseurs devenaient euphoriques en haut quand la bourse était tout en haut et très pessimistes en bas, voire même ils vendaient leurs actions. Avec le DCA, quand ça chute, qu'on fait des bear markets, qu'on fait des crises, qu'on fait des corrections majeures, étant donné que vous achetez toujours de plus en plus bas, vous êtes limite content. Alors il faut être confiant sur ces actifs à très long terme. C'est pour ça, moi je suis confiant sur les métaux, je suis confiant sur les cryptos dans une mesure tant que ça ne dépasse pas 10-15% d'un portefeuille, et je suis confiant sur les actions. Vous allez me dire, oui, mais peut-être que les métaux ne seront plus haussiers à très long terme. Peut-être que les cryptos ne seront plus haussiers parce que les banques centrales vont agir. Peut-être que les actions vont arrêter de monter parce que la croissance mondiale va s'arrêter, parce que la croissance n'est pas infinie. Peut-être, mais ces marchés, hors crypto, actions, sont haussiers sur 10 ans, 15 ans, et pour certains marchés actions, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Donc c'est ça que je joue. Repli dit sur le DCA de votre femme, vous achetez en compte titre ou également en PEA. Alors Trade Republic ne propose pas de PEA, ils y travaillent. Trade Republic est le seul courtier que je connaisse qui permet de faire un DCA multi-actif. Ma femme en fait a déjà un PEA avec des actions européennes. Ce que je trouve dommage avec les PEA, c'est qu'il n'y a pas encore la fonction achat mensuel programmé, DCA programmable comme le fait Trade Republic, et ça c'est vraiment génial. Et du coup, ce qu'elle fait sur son DCA Trade Republic, c'est des choses qu'elle ne peut pas faire dans son PEA. On ne peut pas acheter de crypto dans un PEA, on ne peut pas acheter de métaux dans un PEA, on ne peut pas acheter certains ETF MSCI World dans un PEA. On ne peut pas acheter son action préférée d'ophtalmologie qui est cotée aux US, qui s'appelle Glaukos. On ne peut pas mettre tout ça dans un PEA. Donc tout ce qu'elle ne peut pas mettre en PEA, elle le met dans son compte titre. ALBZ dit, est-il judicieux d'avoir le même ETF chez deux émetteurs distincts ? C'est effectivement une des discussions et une des nombreuses discussions qu'on pourra avoir dans des newsletters avec des intervenants dans mes émissions, etc. Je discutais de ça avec Édouard Petit hier. Et on se disait, c'est pas mal de diversifier en ayant un compte titre, un PEA, c'est pas mal de diversifier en ayant différentes classes d'actifs, c'est pas mal de rediversifier encore en ayant différents émetteurs. En ayant, plutôt que d'acheter 200 € d'un ETF Vanguard sur le Nasdaq, d'acheter 100 € d'un iShare et 100 € d'un Vanguard. C'est aussi une diversification d'émetteurs possible. Et on finit par un dernier ETF, le Lyxor ETF Water, qui est un moyen d'être investi plus ou moins dans le secteur de l'eau. C'est très corrélé au MSCI World et aux indices, mais c'est une thématique que j'aime beaucoup, que les investisseuses aiment beaucoup. Vous voyez, l'ETF Water, depuis 2009, grimpe progressivement, il est dans une dynamique haussière de très très long terme, et ça fait partie donc du DCA de mon épouse, qui est celui-ci, donc avec des actions, avec des ETF, avec de l'or, de l'argent, des indices, etc. Et je vous montrerai l'évolution de ce DCA dans les mois à venir. J'avais pas vu l'heure, il est, il est déjà 14h30, presque 1h30 d'émission. Je répondrai encore à plein d'autres de vos questions via des tweets, via des newsletters, via des invités. Je pense déjà qu'on a fait un bon bloc aujourd'hui en termes d'apprentissage et de pédagogie. J'espère que cette émission vous a plu.
De la macro, des explications de marché, des indices, des actions. Ici, c'était un peu spécial, une partie un peu plus longue sur la présentation du plan d'investissement programmé. Je ne vais pas y passer autant de temps à chaque fois. Là, c'était pour vous expliquer la réflexion, la mise en place derrière ce système. Et vous voyez, Trade Republic, j'en suis devenu ambassadeur ce mois-ci, mais je ne deviens pas ambassadeur de Trade Republic par hasard. Je suis client de Trade Republic depuis près de 2 ans. Je connais très bien le directeur France de Trade Republic. J'apprécie la plateforme, ma femme est cliente et je ne serais pas devenu ambassadeur pour cette marque si je ne l'utilisais pas, si je n'y croyais pas autant. Quand vous allez sur la page de mon site avec les partenaires, ce ne sont que des marques que je connais depuis des années, où je connais les PDG, la qualité des produits. Et c'est la raison qui fait que j'ose en quelque sorte vous en parler, vous y intéresser potentiellement. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous retrouve sur les réseaux sociaux. Je vous envoie ma newsletter demain sur l'accumulation rationnelle. Et je vous retrouve dans 15 jours sur Twitch, LinkedIn, YouTube, Twitter en direct pour notre émission Les marchés en live. Au revoir à tous.